Mon père m'a cassé les doigts avec un marteau juste parce que le petit ami de ma sœur m'a accidentellement frôlé dans le couloir. Ma sœur s'est mise à crier, tu ne pouvais tout simplement pas garder tes mains loin de mon homme. Ma mère, debout à côté d'elle, m'a arraché mes vêtements pendant que le reste de la famille dînait en souriant. Le petit ami de ma sœur n'arrêtait pas de me fixer et de pointer du doigt les toilettes. C'est là que ma sœur a complètement perdu la tête et a hurlé. Mettez-la dehors tout de suite ou je m'en vais. Mes parents m'ont immédiatement traîné dehors par mes doigts cassés. À moitié habillé dans la rue. Mon père a jeté mes affaires derrière moi. C'est à ce moment-là que j'ai fait quelque chose dont il n'avait aucune idée. Ce qui s'est passé ensuite les a laissés. Il y a des moments qui divisent votre vie si complètement que vous cessez de mesurer le temps en années et commencez à le mesurer en avant et en après. C'était le mien. C'est arrivé un mardi soir de septembre, quand j'avais 19 ans. Et cela s'est terminé avec moi, debout sur un trottoir en vêtements déchirés, avec 3 doigts cassés et une clarté si vive que c'était comme me réveiller d'un sommeil qui avait duré toute une vie. Mon nom n'a pas d'importance pour cette histoire. Ce qui compte, c'est ce qu'on m'a fait, pourquoi c'est arrivé, et ce que j'ai fait pour y remédier. J'ai grandi dans un foyer où ma sœur aînée, Bridget, était le fils et j'étais quelque chose qui gravitait à une distance de sécurité, veillant à ne jamais bloquer sa lumière. Mes parents, mon père Kenneth et ma mère Diane, avaient établi cette hiérarchie avant que je sois assez grande pour la comprendre. Et à l'adolescence, elle était si ancrée que la remettre en question aurait été comme remettre en question la gravité. Bridget avait 23 ans, 4 ans de plus que moi, et avait vécu toute sa vie comme le centre d'attention de la famille. Elle était jolie d'une manière conventionnelle, charmante quand elle le voulait, et possédait un tempérament que tout le monde dans la maison avait appris à gérer par l'apaisement. Quand Bridget était heureuse, la maison tournait sans accroc. Quand elle était contrariée, tout s'arrêtait jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau satisfaite. Mes parents ne l'avaient jamais dit explicitement, mais leurs actions le rendaient indubitable. L'état émotionnel de Bridget était la priorité de la famille, et tous les autres existaient pour le maintenir. J'avais appris très tôt à rester à l'écart de son chemin, à être d'accord avec elle, à me faire plus petite quand elle entrait dans une pièce, à ne jamais rivaliser pour l'attention, les ressources, ou même une simple reconnaissance. Ce n'était pas une stratégie consciente. C'était un instinct de survie développé au fil des années à observer ce qui arrivait quand quelqu'un la contrariait. Bridget sortait avec un homme nommé Travis depuis environ 8 mois. Il avait 25 ans, travaillait dans la vente pour une entreprise de technologie, conduisait une voiture légèrement trop chère pour son revenu, et avait le genre de confiance qui vient du fait de ne jamais s'être entendu dire non. Bridget était obsédée par lui d'une manière qui semblait théâtrale, parlant constamment de lui, postant des photos d'eux ensemble, s'assurant que tout le monde savait qu'elle avait un petit ami et qu'il était séduisant et réussi à ses yeux. Travis m'a mise mal à l'aise dès la première fois que je l'ai rencontré. Pas parce qu'il était cruel ou manifestement inapproprié, mais à cause de la façon dont il me regardait. C'était un regard évaluateur, insistant, le genre de regard qui vous fait prendre conscience de votre corps d'une manière que vous ne voulez pas. J'en avais parlé une fois à Diane, avec précaution, et elle m'avait dit que j'imaginais des choses et que je devais arrêter de tout ramener à moi. Je n'en ai plus jamais parlé. Je veux être précise sur ce que je veux dire, car ce détail est important pour comprendre ce qui s'est passé plus tard. Travis avait une façon de se positionner dans les encadrures de porte quand je devais passer. De s'asseoir à des endroits où son regard tomberait naturellement sur moi. De faire des commentaires techniquement innocents mais qui portaient un sous-entendu. Des choses comme « ta sœur a de la chance d'avoir eu la taille dans la famille », tout en me regardant d'une manière qui indiquait clairement qu'il ne parlait pas du tout de taille. Une fois, alors que Bridget était dans une autre pièce, il m'avait demandé quel cours je suivais. Et quand je lui ai dit que j'étudiais la psychologie, il avait répondu « Alors, tu dois être doué pour lire les gens », puis m'a simplement fixé jusqu'à ce que je trouve une excuse pour partir. J'avais commencé à programmer mes sorties de ma chambre pour les moments où je savais qu'il ne serait pas dans le couloir. J'avais commencé à dîner plus vite pour pouvoir quitter la table avant tout le monde. J'avais développé tout un système d'évitement qui était devenu une seconde nature. Et j'avais fait tout cela sans le dire à personne, parce que la seule fois où j'avais essayé, on m'avait si complètement rabroué que j'avais compris qu'il ne fallait pas recommencer.
Bridget ne semblait consciente de rien. Ou peut-être qu'elle l'était et avait décidé que ça n'avait pas d'importance tant qu'il restait avec elle. Je ne sais pas ce qui serait le pire. Ce que je sais, c'est qu'en septembre, la tension dans la maison chaque fois que Travis était là était devenue quelque chose que je pouvais sentir dans mon corps. Une oppression dans ma poitrine, une alerte constante de bas niveau, le sentiment d'être observé même quand je n'étais pas sûr que quelqu'un me regardait. J'avais commencé à passer plus de temps à la bibliothèque du campus, plus de temps à mon travail à temps partiel, n'importe où qui n'était pas à la maison. Angela l'avait remarqué lors d'une de nos réunions. Elle m'avait demandé si tout allait bien à la maison, et je lui avais donné une réponse vague sur le stress familial. Elle m'avait regardé un long moment, puis avait écrit son numéro de portable sur un post-it et l'avait glissé dans ma main. Si les choses deviennent un jour dangereuses à la maison, tu m'appelles immédiatement, avait-elle dit. Peu importe l'heure. Tu as mon numéro de portable. Utilise-le. J'avais hoché la tête, mis le post-it dans mon portefeuille et m'étais dit que je n'en aurais jamais besoin. En septembre, Bridget et Travis étaient constamment à la maison. Ils venaient pour les dîners, restaient tard à regarder la télévision, traitaient l'endroit comme une seconde maison. Mes parents encourageaient cela. Kenneth l'appelait « mon fils ». Dès le premier mois, Diane mettait un couvert supplémentaire à table sans qu'on le lui demande. Bridget rayonnait sous cette attention et la validation d'avoir un petit ami que ses parents approuvaient si complètement. Je restais dans ma chambre la plupart du temps quand il était là. Je faisais mes devoirs, lisais, écoutais de la musique avec des écouteurs, me rendant aussi absente que possible. C'était plus sûr comme ça. L'incident a commencé comme la plupart des désastres, avec quelque chose de petit et de complètement hors de mon contrôle. Pensée de Teddy. Eh bien, je ne vais pas mentir, celle-ci me met en colère d'une manière complètement différente. Ce n'est pas juste un drame familial. C'est de la pure maltraitance. Genre, je lis ça et je pense que je tremblerais de rage et de peur en même temps. Le père qui casse les doigts, la mère qui participe, toute la famille assise là à sourire. Ce n'est pas normal. C'est dérangeant. Et la sœur qui t'accuse pour quelque chose d'accidentel alors que son petit ami agit clairement de manière étrange. Je me dirais, êtes-vous tous complètement fous? Il n'y a aucune défense possible pour tout ça. Si c'était moi, à la seconde où je serais dans la rue, ce serait fini. Pas de retour en arrière, pas de tentative de réparer quoi que ce soit. Juste parti, et je trouverais un moyen de me protéger et de ne plus jamais être près d'eux. C'était un mardi soir. Nous avions un dîner de famille, quelque chose sur lequel Diane insistait chaque fois que Travis était là, comme si sa présence exigeait une cérémonie supplémentaire. J'avais aidé à mettre la table plus tôt, puis je m'étais retirée dans ma chambre jusqu'à ce qu'on m'appelle. Quand je suis descendue, tout le monde était déjà assis. La seule chaise libre était celle au bout de la table, ce qui signifiait que je devais passer devant tout le monde pour l'atteindre. Le couloir entre la cuisine et la salle à manger était étroit. Travis sortait de la salle de bain au moment où je me dirigeais vers la salle à manger. Nous avons tous les deux fait un pas dans la même direction, puis nous nous sommes corrigés dans la même direction à nouveau. Cette petite danse maladroite que les gens font quand ils essaient de se croiser dans un espace confiné. Son épaule a frôlé la mienne. À peine une demi-seconde de contact. Il a souri et a dit « Excusez-moi », et a continué à marcher. J'ai dit « Désolé », par réflexe, et j'ai continué vers ma chaise. J'avais fait peut-être 3 pas quand la voix de Bridget a transpercé la pièce. « Tu es sérieuse, là ?» Je me suis arrêtée, me suis retournée. Elle se levait de table, sa chaise repoussée en arrière, me fixant avec une expression que j'avais déjà vue, mais jamais dirigée vers moi avec une telle intensité. « Quoi ?» ai-je dit. « Tu ne pouvais tout simplement pas garder tes mains loin de mon homme, n'est-ce pas ?» Je l'ai regardé fixement. « De quoi tu parles ?» On s'est juste heurté dans le couloir. « Je t'ai vu, dit-elle. » Sa voix montait. « J'ai vu la façon dont tu l'as regardé. Je t'ai vu le toucher. » Travis se tenait près de l'entrée de la cuisine, l'air mal à l'aise, mais ne disait rien. Kenneth et Diane regardaient tous les deux depuis la table. 2 de mes tantes et un oncle étaient là aussi. De la famille élargie venue pour le dîner, et ils s'étaient tous tus.
J'ai essayé d'expliquer. J'ai dit que c'était un accident, que nous marchions tous les deux dans le couloir en même temps, qu'il n'y avait eu ni regard ni contact au-delà d'un contact fortuit. Ma voix est restée calme. Je pensais que si j'expliquais simplement clairement, elle verrait à quel point c'était absurde. Bridget a hurlé, un cri brut et puissant qui a fait sursauter tout le monde à table. Tu es une menteuse. Tu essaies de me le prendre depuis le jour où tu l'as rencontré. Ce n'était pas vrai. Ça n'avait jamais été vrai. J'avais fait tout mon possible pour l'éviter, mais je pouvais voir sur son visage que la vérité n'avait pas d'importance. Elle avait décidé d'un récit, et elle s'y tenait. Kenneth s'est levé de table. Il ne m'a pas regardé. Il est passé devant moi pour aller à la cuisine et j'ai entendu un tiroir s'ouvrir. Quand il est revenu, il tenait un marteau de charpentier ordinaire du tiroir à outils. Mon cerveau n'a pas traité ce qui se passait assez vite. Je suis juste restée là pendant qu'il traversait la pièce, attrapait ma main droite par le poignet et abattait le marteau sur mes doigts. La douleur a été immédiate et anéantissante. J'ai entendu quelque chose craquer, je l'ai plus senti qu'entendu, et ma main est devenue engourdie, puis soudainement a hurlé de douleur. J'ai essayé de me dégager, mais il tenait mon poignet et il a frappé mes doigts encore et je faisais des bruits que je ne reconnaissais pas comme venant de moi. Il a lâché prise et je suis tombée à genoux, tenant ma main contre ma poitrine. Mes doigts étaient tordus. 2 d'entre eux enflaient déjà. Je ne pouvais pas les bouger. Bridget criait toujours. Elle a fait ça exprès. Elle se jette sur lui depuis des mois. Diane s'est approchée de moi. J'ai pensé une demi-seconde qu'elle allait m'aider. Elle ne l'a pas fait. Elle a attrapé le devant de ma chemise et a tiré, et le tissu s'est déchiré. Elle a continué à tirer, ouvrant ma chemise sur le devant, puis a attrapé mon bras et m'a relevé. J'ai essayé de maintenir ma chemise déchirée fermée avec ma main non blessée, mais elle l'a repoussée d'une gifle et a arraché complètement la chemise de mes épaules. Je me tenais dans la salle à manger, en soutien-gorge et en jean, ma main hurlant de douleur pendant que mes tantes et mon oncle étaient assis à table et regardaient. Une de mes tantes souriait. Pas un grand sourire, un petit sourire satisfait, comme si elle regardait quelque chose qu'elle s'attendait à voir arriver et était heureuse d'avoir eu raison. Travis n'avait pas bougé de sa place près de la cuisine. Il me fixait, pas mon visage, mon corps, ma poitrine, puis il a fait quelque chose qui a rendu tout infiniment pire. Il a pointé en direction de la salle de bain du couloir, délibérément, lentement, un geste clair. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire au début. Puis j'ai compris. Il m'invitait à le suivre, me faisant une proposition juste là, devant tout le monde, au milieu de ce cauchemar. Bridget a vu. Je ne sais pas si elle a compris ce qu'il voulait dire, mais elle l'a vu pointer, l'a vu me fixer, et elle a perdu le peu de contrôle fragile qu'elle avait. Elle a hurlé à Kenneth et Diane, « Mettez-la dehors tout de suite ou je m'en vais. » Je suis sérieuse. Si elle reste, je pars. Kenneth a attrapé ma main cassée par le poignet. J'ai crié quand il l'a touchée et il a commencé à me traîner vers la porte d'entrée. Diane a suivi, saisissant mon autre bras. Je trébuchais, essayant de garder l'équilibre, essayant de comprendre ce qui se passait. Ils ont ouvert la porte et m'ont poussé sur le porche. Je suis tombée des 2 marches jusqu'à l'allée et j'ai atterri lourdement sur le béton. Mes doigts cassés ont heurté le sol, envoyant une nouvelle vague de douleur qui m'a donné le vertige. Kenneth est rentré et est revenu 1 minute plus tard avec un sac poubelle rempli de mes affaires. Des vêtements surtout, quelques livres. Il l'a jeté sur la pelouse puis m'a pointé du doigt. Tu n'es plus la bienvenue ici. Ne reviens pas. Puis ils sont rentrés et ont fermé la porte, l'ont verrouillée, me laissant assise sur l'allée en béton, en soutien-gorge et en jean, avec un sac de mes affaires et 3 doigts cassés, pendant que la nuit tombait et que les lampadaires s'allumaient. Je dois vous dire comment étaient ces premières minutes, parce que je pense que les gens imaginent que dans les moments de crise, on sait immédiatement quoi faire. Que l'instinct de survie prend le dessus et vous porte. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé pour moi. Je suis restée assise sur ce béton et je ne pouvais plus bouger. Pas à cause de la douleur, bien que la douleur fût immense, mais parce que mon cerveau avait simplement cessé de fonctionner. Je n'arrêtais pas de penser que j'entendrais la porte s'ouvrir à nouveau.
Que quelqu'un sortirait et dirait qu'il y avait eu une erreur. Que les choses étaient allées trop loin. Que bien sûr je pouvais rentrer. Personne n'est sorti. Le quartier était calme. C'était un mardi soir, pas assez tard pour que la plupart des gens soient rentrés du travail. Et les maisons de chaque côté de celle de mes parents avaient les rideaux tirés. Je pouvais entendre une télévision quelque part, un chien aboyer à quelques rues de là, le son lointain de la circulation, des bruits normaux, le monde qui continuait comme si rien ne s'était passé. J'ai regardé ma main. Mes doigts enflaient beaucoup maintenant, la peau tendue et décolorée. Je ne pouvais pas serrer le poing. Je ne pouvais pas les redresser. Le simple fait de les bouger envoyait des vagues de douleur aiguë et nauséabonde le long de mon bras. Je commençais à avoir le vertige, probablement le choc, ou la douleur, ou les deux. J'ai pensé à mes options avec une étrange clarté détachée. Je n'avais pas d'argent sur moi. Mon portefeuille était quelque part dans le sac poubelle, mais je ne savais pas combien d'argent liquide j'avais. Peut-être $20. J'avais mon téléphone. J'avais un sac de vêtements qui ne contenait peut-être même pas une chemise que je pouvais porter. Il commençait à faire plus froid. J'étais assise sur un trottoir à moitié habillée avec des doigts cassés et nulle part où aller. La première personne que j'ai pensé à appeler était mon amie Cara de l'école. Nous n'étions pas proches. Nous étudions ensemble parfois, prenions un café entre les cours, mais elle était gentille et je pensais qu'elle me laisserait peut-être dormir sur son canapé pour une nuit. Puis j'ai réalisé que je n'avais pas son numéro enregistré dans mon téléphone. Nous ne parlions que sur le campus. J'ai pensé à appeler mon travail à temps partiel et à demander à mon manager si je pouvais dormir dans la salle de pause. Puis j'ai réalisé à quel point cela semblait absurde. J'ai pensé à simplement marcher, trouver un arrêt de bus, aller jusqu'au campus, dormir à la bibliothèque pendant la nuit. Mais la bibliothèque fermait à minuit, et je ne savais pas ce que je ferais après. Et l'idée de naviguer dans les bus et les bâtiments avec ma main dans cet état me donnait envie de pleurer. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu du numéro d'Angela. Le post-it était dans mon portefeuille depuis 3 semaines. Je l'avais regardé 1 ou 2 fois, surtout pour me rappeler que quelqu'un avait offert de l'aide. Mais je n'avais jamais vraiment pensé que j'appellerais. Cela semblait trop grand, trop à demander. Mais assise sur ce trottoir, je ne pouvais penser à personne d'autre. Penser de Teddy. C'est le genre de choses qui me retourne l'estomac. Je lis ça et je pense que je tremblerais, pas seulement de douleur, mais de la pure trahison. Ta propre famille ne s'est pas seulement retournée contre toi. Ils ont fait tout leur possible pour te blesser, t'humilier, puis te jeter dehors comme si tu n'étais rien. C'est au-delà de la colère. C'est le genre de rage où l'on devient silencieux parce que c'est trop à gérer. Et ta sœur, complètement détraquée, inventant une histoire, hurlant, et tout le monde suit. Je me dirais qu'aucune de ces personnes n'est sûre à fréquenter. Et Travis, debout là à te fixer, puis faisant ce geste dégoûtant pendant que tout se passe. Rien que cette partie me rendrait malade. Je suis restée assise là peut-être 10 minutes. La douleur dans ma main était constante et nauséabonde. Je sentais mes doigts enflés, chauds et tendus. J'avais besoin d'un hôpital. J'avais besoin d'aide. Je devais appeler quelqu'un. Mon téléphone était dans ma poche. La seule chose que j'avais encore et qui comptait à ce moment-là. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine le tenir, mais j'ai réussi à le déverrouiller avec ma main gauche et à afficher mes contacts. Je n'ai pas appelé la police. Pas encore. J'ai appelé quelqu'un d'autre d'abord. Son nom était Angela Brennan. Elle était ma conseillère d'orientation au Community College où je suivais des cours depuis 1 an tout en travaillant à temps partiel pour économiser de l'argent. Je la rencontrais régulièrement parce que je préparais mes dossiers de candidature pour une université de 4 ans. Et au cours de ces réunions, nous avions parlé de ma situation familiale plus d'une fois. Je ne lui avais jamais donné tous les détails, juste assez pour qu'elle sache que les choses étaient difficiles, que ma dynamique familiale était tendue, que je prévoyais de partir dès que j'aurais assez d'économies. 3 semaines plus tôt, lors d'une de nos réunions, elle avait dit quelque chose qui m'avait marqué. Elle avait dit, « Si les choses deviennent un jour dangereuses à la maison, tu m'appelles immédiatement. Peu importe l'heure. Tu as mon numéro de portable. »
Utilise-le. J'avais enregistré le numéro, mais je n'avais jamais pensé que j'appellerais vraiment. Maintenant, assise sur le béton avec des doigts cassés et nulle part où aller, j'ai appelé. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Tout, aussi cohéremment que possible malgré la douleur et le choc. Elle a écouté sans m'interrompre et quand j'ai fini, elle a dit « Reste où tu es. J'appelle le 911 tout de suite et ensuite je viens te chercher. » L'ambulance est arrivée la première. Les ambulanciers m'ont demandé ce qui s'était passé et je leur ai raconté. Ils ont soigné ma main avec précaution, m'ont mis une attelle au doigt, m'ont donné quelque chose pour la douleur qui a atténué le plus gros, mais sans l'éliminer. Ils m'ont demandé si je me sentais en sécurité, et j'ai dit non. Ils m'ont demandé si je voulais porter plainte, et j'ai dit oui. La police est arrivée alors que j'étais encore dans l'ambulance. L'agente Hernandez, une femme d'une quarantaine d'années avec des yeux bienveillants et une manière directe de poser les questions. Elle a pris ma déposition pendant que les ambulanciers finissaient avec ma main. Je lui ai tout raconté. Le couloir, le marteau, les vêtements, l'expulsion. Elle a tout noté, a posé des questions de clarification et m'a dit qu'elle allait entrer pour parler à ma famille. Angela est arrivée environ 30 minutes plus tard. Elle est montée dans l'ambulance, a regardé ma main, mon visage, et a dit « Tu restes avec moi ce soir. On s'occupera de tout le reste demain. » Les policiers étaient entrés à ce moment-là. Je pouvais voir des lumières allumées dans la maison, des ombres bouger derrière les rideaux. L'agent Hernandez est ressorti environ 20 minutes plus tard et m'a dit que mon père avait été arrêté pour agression et serait détenu pour la nuit. Ma mère n'avait pas été arrêtée, mais avait été avertie que des poursuites pourraient être engagées. Elle a dit qu'un détective me contacterait dans les 48 heures. Angela m'a conduite à l'hôpital. J'avais les doigts cassés à 3 endroits. 2 fractures à l'index droit, une au majeur. Ils les ont remis en place, m'ont plâtré la main et m'ont donné une ordonnance pour des analgésiques. Angela a payé de sa poche quand mes informations d'assurance n'ont pas fonctionné parce que je n'étais plus couverte par le régime de mes parents. Elle m'a dit de ne pas m'en faire, qu'on réglerait ça plus tard. Elle m'a emmenée chez elle. Son mari a préparé la chambre d'amis. Elle m'a donné des vêtements propres. J'ai pris une douche avec mon plâtre enveloppé dans un sac en plastique et j'ai pleuré dans la salle de bain où personne ne pouvait m'entendre. Et quand je suis sortie, Angela avait préparé du thé et avait un carnet sur la table de la cuisine. Elle a dit, « On va faire un plan. Tu vas me dire tout ce dont tu as besoin, et on va trouver comment l'obtenir. » Nous sommes restés éveillés jusqu'à près de 2 heures du matin à faire des listes. Ce dont j'avais besoin immédiatement, rendez-vous de suivi médical, renouvellement d'analgésique, un endroit où rester au-delà de sa chambre d'amis. Ce dont j'avais besoin dans les semaines à venir, accès à mes dossiers scolaires, mon acte de naissance et ma carte de sécurité sociale s'ils étaient encore chez mes parents, mes informations de compte d'épargne, un moyen de me rendre au cours et au travail. Ce dont j'avais besoin à long terme, un logement stable, une aide financière, une séparation légale de mes parents, une ordonnance restrictive si nécessaire. Angela a tout noté en colonne soignée. Son mari, un homme nommé Thomas qui enseignait les mathématiques au lycée, s'est assis avec nous et a offert des suggestions pratiques. Où déposer une demande d'aide financière d'urgence, quelles organisations aidaient les jeunes adultes en crise de logement, comment obtenir des copies de documents vitaux si les originaux étaient inaccessibles. Ils ont abordé la situation comme on aborderait un problème complexe qui a des solutions, méthodiquement, sans panique, avec la conviction que chaque obstacle avait une solution. Je n'avais jamais eu d'adulte traitant mes problèmes comme s'ils étaient solubles auparavant. Dans ma famille, mes problèmes avaient toujours été de ma faute, des preuves de mes lacunes, des raisons pour lesquelles je devais être meilleure, ou plus silencieuse, ou moins. Assise à la table de la cuisine d'Angela avec un carnet rempli de plans d'action, j'ai senti quelque chose changer. La situation était toujours terrible. Ma main me faisait encore mal. Je n'avais toujours pas d'endroit permanent où vivre. Mais pour la première fois de ma vie, je n'étais pas seule à essayer de m'en sortir. Angela m'a laissé rester dans sa chambre d'amis pendant 3 semaines pendant que nous nous occupions de la logistique immédiate. Elle m'a conduite à mes rendez-vous de suivi.
Elle m'a aidé à déposer un rapport de police avec des détails supplémentaires que je me suis rappelé. Elle m'a accompagnée au bureau d'aide financière du collège et s'est assise à côté de moi pendant que je remplissais les formulaires d'aide d'urgence et expliquais ma situation à un conseiller qui, heureusement, n'a pas posé de questions indiscrètes et a tout traité rapidement. Thomas m'a aidé à changer mon adresse postale et à ouvrir une boîte postale pour que mes parents ne puissent intercepter aucun document. Il m'a conduite à la maison un après-midi où nous savions que personne ne serait là. L'agente Hernandez avait arrangé cela, et j'ai récupéré mon acte de naissance, ma carte de sécurité sociale et quelques autres affaires que j'avais laissées. Ma chambre avait été vidée. Tout ce que je n'avais pas pris dans ce sac poubelle avait disparu. Probablement jeté. Ça m'a moins blessé que je ne l'aurais cru. J'ai porté plainte, pour tout. Agression avec une arme contre Kenneth, contribution à la délinquance d'un mineur et agression contre Diane pour m'avoir arraché mes vêtements. J'ai donné aux détectives tous les détails dont je me souvenais. Je leur ai parlé de Travis pointant vers la salle de bain, des membres de la famille qui avaient regardé sans rien faire, d'avoir été jetés dans la rue. L'affaire a mis 8 mois à se résoudre. Kenneth a plaidé coupable d'agression aggravée pour éviter un procès. Il a été condamné à 18 mois de prison de comté, avec crédit pour le temps purgé. Diane a été accusée d'agression simple et a reçu une probation et une thérapie obligatoire. J'ai demandé mon émancipation de mes parents. Ce n'était pas difficile étant donné que j'avais 19 ans et que je pouvais démontrer que j'étais financièrement indépendante et que je ne vivais plus avec eux. Le tribunal l'a accordé sans contestation. Le processus judiciaire lui-même a été plus difficile que je ne l'avais prévu. Non pas à cause des procédures, mais à cause du poids émotionnel. J'ai dû raconter l'histoire encore et encore, aux détectives, au procureur, à une avocate des victimes, et finalement lors d'une brève comparution au tribunal lorsque Kenneth a plaidé coupable. Chaque récit m'obligeait à retourner dans ce couloir, cette salle à manger, cette allée en béton, et à le revivre avec suffisamment de détails pour être crédible. La procureure, une femme nommée Lisa Kovac, était directe mais gentille. Elle m'a expliqué que le plaidoyer de culpabilité de Kenneth signifiait que je n'aurais pas à témoigner à un procès, ce qui fut un soulagement si profond que j'ai presque pleuré quand elle me l'a dit. Elle m'a aussi dit quelque chose que j'ignorais. Plusieurs voisins avaient appelé la police ce soir-là après m'avoir entendu crier dans le jardin. Ils avaient signalé une perturbation, décrit avoir vu quelqu'un par terre, mentionné que cela ressemblait à une jeune personne blessée. L'agente Hernandez était arrivée aussi rapidement en partie grâce à ces appels. J'avais pensé que j'étais complètement seule sur ce trottoir. Je ne l'étais pas. Des gens avaient remarqué. Des gens s'étaient suffisamment souciés pour appeler. Cette connaissance m'a aidé plus que je ne peux l'exprimer. Angela m'a aidé à demander une aide financière d'urgence par l'intermédiaire du collège. J'y avais droit. Entre ça et le travail à temps partiel que j'avais déjà, j'ai pu louer une chambre dans une maison en colocation près du campus. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Bridget a essayé de me contacter une fois, environ 6 mois après que tout soit arrivé. Elle a envoyé un long message disant qu'elle était désolée que les choses aient dégénéré, mais que je devais comprendre à quel point elle avait été blessée par mon comportement. Elle a dit que Travis avait rompu avec elle peu après l'incident, ce que j'avais appris par des connaissances communes, et qu'elle réalisait maintenant qu'il nous avait manipulés toutes les deux. Pensée de Teddy. Je lis ça et je ressens juste ce mélange de colère et de soulagement en même temps. En colère parce que ce qu'ils t'ont fait est impardonnable. Genre, on ne peut pas revenir de ça. Mais aussi soulagé parce qu'au moment où tu as appelé Angela, tout a changé. C'est le moment où ça a cessé d'être juste de la souffrance et où tu as commencé à t'en sortir. Et honnêtement, la façon dont tu as géré ça, en portant plainte, en allant jusqu'au bout, en reconstruisant étape par étape. Je respecte tellement ça. Beaucoup de gens se figent ou retournent en arrière, mais pas toi. Tu as laissé la réalité être ce qu'elle était. Tu as dit la vérité encore et encore, même quand ça faisait mal, et tu t'es assuré qu'il y ait des conséquences. C'est de la force, même si ça ne semblait pas être le cas à l'époque. J'ai lu le message 2 fois, puis j'ai bloqué son numéro. Il n'y avait rien dans ce message qui ressemblait à une prise de responsabilité. C'était de la justification et du blâme déguisé en réflexion.
J'ai obtenu mon diplôme du Community College avec mon diplôme d'associé. J'ai été transféré dans une université de 4 ans avec une bourse partielle et j'ai terminé ma licence en psychologie. J'ai 25 ans maintenant. Ma main a guéri, bien que mes doigts ne se plient plus tout à fait de la même manière qu'avant, et j'ai des raideurs quand il fait froid. Je suis en études supérieures. Je travaille pour une organisation à but non lucratif qui aide les jeunes adultes en transition après avoir quitté des situations familiales dangereuses. Angela et moi nous parlons encore régulièrement. Elle est venue à ma remise de diplôme. C'est la personne que j'appelle pour mon anniversaire. Quand les gens me demandent qui m'a élevée, je pense à elle. Il y a un discours que les gens tiennent sur la famille, que les liens du sang sont plus forts que tout. Que la famille, c'est tout. Que vous n'avez qu'une seule famille et que vous devez vous battre pour elle, quoi qu'il arrive. Ce discours n'est pas universel. Pour certains d'entre nous, la famille est l'endroit où nous avons appris ce que nous ne méritions pas, où on nous a appris à nous faire plus petits, où l'amour était conditionnel à la conformité et la sécurité n'était jamais garantie.